Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre premier webinaire Clubster NSL de l'année, qui est dédié aux événements virtuels, un sujet qui reste encore et toujours d'actualité en 2021. Je vous souhaite une très bonne année. Donc, moi, je m'appelle Marianne Demester, je suis chargée de communication au Clubster NSL. Donc, Clubster NSL, le réseau de santé nutrition en Hauts-de-France. On a décidé de faire ce webinaire, comme je disais, parce que c'est un sujet qui va rester d'actualité. Et ça fait 10 mois maintenant qu'on est passé au format digital. On s'est dit que ce serait le bon moment de faire le point avec Jennifer qui est présente. Donc, Bonjour. ce webinaire… Alors, j'ai repris la main. Le webinaire sera, comme je le disais, animé par Jennifer Savina, qui est consultante en communication pour des événements nationaux et internationaux à la Creative Boutique. Et nous aurons pendant ce webinaire des témoignages de membres de Clubster NSL. Donc Julien Berquin, qui est directeur marketing à Horizontal Software, et Jean-Louis Basquin, directeur de l'innovation au CIC Nord-Ouest. Toutes les questions que vous allez poser, vous pouvez les poser sur le chat. Elles seront relevées durant le webinaire. On marquera des temps de pause et on vous promettra un temps plus libre à la fin du webinaire. Je pense avoir tout dit. Je vais laisser la main à Jennifer pour vous présenter le sujet. Merci beaucoup Marianne pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous rencontrer. Meilleurs vœux également pour cette nouvelle année. Alors pour me présenter rapidement, donc Jennifer Savina, moi j'ai créé il y a 12 ans avec un associé à l'agence La Creative Boutique. On est spécialisé dans l'événementiel. Alors, vous imaginez bien que l'année passée a été un peu mouvementée pour nous, à redéfinir beaucoup de notre métier, d'autant plus qu'on travaille beaucoup à l'international, donc c'est un peu la double peine. Néanmoins, très tôt, on a eu la chance avec nos clients fidèles de les accompagner justement sur la transformation de leurs événements réels en format digital. J'ai déjà eu l'occasion de partager sur ce retour d'expérience en avril dernier avec des premiers exemples de réalisation. Là, il y a un petit peu plus de recul. Donc, je suis ravie à nouveau de partager sur ce sujet. L'idée dans ce webinaire, ça sera alors une brève introduction sur où on en est justement en événementiel et qui va nous amener à la conclusion que vous connaissez, c'est savoir que ça va encore continuer sur 2021. Du coup, passer donc sur un rapide panorama de réalisations qui ont été faites soit par moi en accompagnant certains clients, soit par Julien et Jean-Louis, qui permettra d'avoir vraiment des éléments concrets avec des cas pratiques pour vous inspirer. Et ensuite, arriver sur une liste de 10 étapes clés et de conseils pour justement avoir un événement virtuel à succès. On partagera nos propres retours d'expérience et bien sûr, on pourra répondre à vos questions. Normalement, j'ai la main pour passer. J'essaye d'avancer sur la slide suivante. On a testé tout à l'heure, ça a fonctionné. Et là, quand j'essaye d'avancer, ça ne fait rien du tout. Je ne sais pas. Alors, je reprends la main, je te passe la slide suivante et je te remets le contrôle à distance. Hop. Voilà. Tu peux directement à la… J'essaye. Hein. Ça semble… Ah si, alors on voit ma souris, mais par contre, ça ne passe pas à la slide suivante. Je suis désolée, il va falloir… Est-ce que tu peux essayer avec soit les flèches du clavier ou soit en bas à gauche? Voilà. Ça y est. Ça y est, on y est arrivé. Donc, première partie, première introduction, je voulais juste revenir sur des chiffres qui montrent l'hécatombe du secteur événementiel en 2020. Ici, ce sont les chiffres qui sont issus d'une étude menée par l'UNIMEV, qui a été très présente dans les médias pour nous défendre notre secteur de l'événementiel cette année.
On voit que voilà, depuis le mois de février dernier, mars, 4/5 des événements ont soit été annulés ou reportés. D'ailleurs, certains ont eu plusieurs reports, parce qu'on se pensait initialement qu'on serait sur 3-4 mois, et puis donc des événements qui étaient prévus en mars ont été repoussés en juin, puis en octobre, et puis encore repoussés. On note par rapport au chiffre d'affaires en France, dans le secteur événementiel, plus de 80% du chiffre d'affaires a disparu. Ça correspond à 20 milliards de pertes dans le secteur événementiel. Et ça, c'est sans compter les sous-traitants et les dommages collatéraux. Je pense au secteur de l'hôtellerie, des transports, puisque là, on peut presque doubler ces chiffres. Et en termes de conséquences pour les entreprises, ces conséquences de ce manque d'événements est important en termes d'impact de business. Là, ce que je vous présente, ce sont les chiffres d'une étude une enquête menée par l'UFI, c'est l'association mondiale une association mondiale dans l'industrie du salon, en partenariat avec Explori, qui montre à quel point qu'on soit en termes d'exposants ou visiteurs, on souffre de l'absence notamment de ce média de salon en termes de networking, en termes de contacts d'affaires. C'est plus de 50% de pertes, beaucoup moins d'opportunités également en termes de veille pour découvrir des nouveaux partenaires, des nouvelles tendances. Donc on souffre tous, et je pense vous les premiers, c'est aussi pour ça que vous êtes là, pour voir quelles sont les alternatives. On souffre tous de l'absence de ces événements réels. On espère qu'ils reviendront bientôt, mais pour l'instant, il va encore falloir trouver des solutions pour s'adapter. Et voilà, je partage souvent cette citation de Darwin qui dit que voilà, les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux. Et clairement, voilà, c'est ce qu'on a dû faire en cette année 2020 et qu'on va continuer à faire, alors avec un peu plus de recul pour cette année 2021. Mais aujourd'hui, la réponse du coup à cette adaptation, ce sont clairement ces événements virtuels. Et on a tous justement ce recul. Et en 2020, vous avez tous soit participé, soit organisé des événements virtuels. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais bien voulu voir un petit peu quel était votre état d'esprit en la matière. Vous allez recevoir dans le chat un lien qui va vous permettre de répondre à ce sondage. En gros, la question étant, en 2020, quel a été votre ressenti sur les événements virtuels? Vous avez 4 possibilités de réponse. Choisissez ça en une, hein, malheureusement, on peut en mettre 2. Donc, petit A, sceptique. Vous avez bien reçu le lien du chat? C'est bon? Donc, je trouve que c'est une perte de temps et d'argent. On ne s'y retrouve absolument pas par rapport aux avantages d'un événement réel. Je suis un peu perdue, petit B, je ne sais pas par quel bout prendre le sujet, est-ce que c'est pertinent pour ma société ou pas. Petit C, mitigé, c'est important d'être présent à défaut du présentiel, mais on voit qu'il y a beaucoup de marge d'optimisation pour vraiment que ce soit pertinent. Et petit D, je suis super enthousiaste, je trouve que c'est génial. En plus, le ROI est bien meilleur que sur les événements réels, donc j'adore et je vais continuer à en faire, même quand on pourra revenir au réel. Donc, je vous laisse quelques minutes, enfin non, quelques secondes pour répondre. C'est aussi pour s'assurer que vous ne dormez pas. Hein. C'est vrai que ça fait partie des petits tips justement pour capter l'attention de l'auditoire pendant les webinaires. Exactement, l'interactivité est toujours importante, donc tant qu'à le prêcher, autant le montrer par l'exemple. Alors du coup, on a combien de réponses? Alors je vais demander à ma partenaire, mon acolyte Marion, de nous donner le résultat du sondage. Alors on a 16 répondants pour le moment, avec des résultats qui sont disparses, hein. Donc on a quand même 31% d'enthousiastes, mais la majorité reste quand même mitigée sur le ressenti sur les événements virtuels, donc forcément important de rester présent, mais est-ce pertinent?
et quand même une part importante de sceptiques, hein, 18% de sceptiques, mais très peu de perdus, donc ça reste quand même une bonne nouvelle, avec 12%. À 18% de sceptiques, quand même, je trouve que c'est une perte de temps et d'argent. C'est peut-être que l'expérience que vous avez eue était peut-être pas la bonne. Donc, essayons de voir s'il y a d'autres cas pratiques et on va rentrer du coup dans le vif du sujet avec ce petit panorama. Et je vais laisser la parole à Julien qui va nous parler de ce qu'il a pu faire avec Horizontal Software. Oui, merci Jennifer. Donc oui, donc moi l'idée là aujourd'hui, c'est de témoigner de ce qu'on fait chez nous à Horizontal Software. On est éditeur de logiciels, on fait des logiciels RH pour la santé, les collectivités. On n'est pas donc on a vraiment un intérêt commercial dans ces événements virtuels, évidemment. Nous, l'objectif, c'est bien de faire de la notoriété et d'aller chercher des futurs clients. Donc, je vais essayer de vous apporter un peu mon éclairage sur ce qu'on peut faire. Donc, on fait deux types d'événements, hein, principalement virtuels chez Horizontal Software. Voilà, pour 70 personnes, on essaye de le faire dans la mesure de nos moyens, sachant que on fait ça dans une stratégie, pour certains vont connaître, on fait de l'inbound marketing, donc c'est vraiment de montrer notre expertise et attirer des éventuels prospects sur nos outils. Ça, c'est notamment le webinaire. Donc les webinaires, on en a toujours fait. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été présent chez Horizontal Software. C'est bien de faire des webinaires experts sur des sujets RH. On en a un là en exemple, le bilan des 6 ans, l'obligation légale. Et c'est vrai qu'en 2020, on en a fait plus parce qu'on n'a pas pu faire de salon. Donc en 2020, on a fait 5 webinaires pour essayer de compenser effectivement la perte de ces événements réels et pour ne pas disparaître, hein, parce que Jennifer t'a dit qu'il fallait s'adapter ou disparaître. J'espère que je ne vais pas disparaître. Et donc on a fait ces webinaires, on a utilisé différentes plateformes. Là, aujourd'hui, on est sur GoToMeeting. On a utilisé GoToMeeting, on a utilisé YouTube directement, on a utilisé précédemment, on utilisait WebIKEO, qui est très bien aussi, mais qui est plus cher et qui permet d'apporter une base de données. Et dernièrement, on utilise directement Teams parce que ça fonctionne bien et parce qu'on l'a dans l'entreprise. Et pour des publics, alors vous n'allez pas faire 300 personnes sur Teams, hein, mais pour des publics de quelques dizaines de personnes comme on peut avoir, c'est bien. Pour vous donner un ordre d'idée, on envoie une invitation à webinaire à environ une base de données de 6000 personnes. On arrive à avoir une quarantaine en moyenne d'inscrits au webinaire, et ça veut dire que le jour J, on est à 10, 12 participants. C'est un peu ça la proportion qu'on arrive à avoir. Donc, c'est pas une donnée universelle, hein, ça dépend de la base de données que vous avez et des personnes que vous adressez, mais voilà, nous, c'est à peu près le rapport qu'on a. Donc 10 connectés en temps réel, et derrière, par contre, les 40 participants, voire plus, téléchargent le webinaire, car il devient pour nous, effectivement, on l'enregistre aussi, ça devient une ressource sur notre site web. Par rapport à ce webinaire également, voilà, deux, trois points, c'est que nous, on fait intervenir des collaborateurs, hein, des experts du sujet en interne. Mais je pense que Jennifer, dans les conseils, en parlera tout à l'heure, mais on a besoin vraiment on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment les accompagner et faire et les entraîner en amont, parce qu'il y a une vraie source de stress et ils sont vraiment inquiets de pouvoir d'animer un webinaire et d'avoir des personnes en face qu'on voit pas toujours, qu'on n'entend pas toujours. Donc c'est important c'est important, et la campagne de communication aussi en amont est importante. Juste dernier point sur ce webinaire. Après, vous en êtes peut-être aussi, enfin, vous voyez, on en a beaucoup. Vous êtes effectivement depuis l'année dernière fort sollicité sur les webinaires. Nous, on se pose une question quand même sur ce type de format, et voir si on peut pas avoir des choses un peu plus disruptives en fait par rapport à ça pour animer nos webinaires.
parce qu'on reste là quand même dans un format qui est un peu figé et on se perd un peu dans la masse. Et on a un deuxième type d'événement donc on a mis en place l'année dernière pour le coup. Alors Jennifer, si tu arrives à passer à la slide suivante. Je suis en train d'essayer. Voilà, ça y est. Ce sont les matinales utilisateurs. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on essayait de faire des clubs utilisateurs en présentiel avec nos clients qui utilisent nos solutions. Et ça a toujours été compliqué parce que c'est du budget, parce que c'est de l'organisation et une boîte de notre taille qui a plusieurs centaines de clients a du mal à organiser ce type d'événement. Et de ce coup-là, on a décidé, grâce au confinement, au télétravail, de l'organiser, d'avoir ce prétexte en fait pour l'organiser en virtuel, en distance. Et on a appelé ça des matinales utilisateurs parce qu'on a fait des formats beaucoup plus courts. Donc là, on est vraiment à destination des clients. On fait appel à un expert chez nous. On fait appel à notre service produit informatique en fait qui partage sa roadmap. On revient sur les grandes fonctionnalités de nos outils et ça fonctionne assez bien. On en a fait trois, on en a déjà fait trois sur le deuxième semestre et les participants sont contents. Ça permet de rester en contact avec la structure, d'avoir les nouveautés sur un format court d'1 heure, d'1 heure et demie. Mais là, par rapport au webinaire, on est beaucoup plus dans l'échange. Hein. C'est vraiment au webinaire, c'est vraiment assez descendant. Là, on est sur la discussion, on est vraiment sur le meeting avec nos clients et ça fonctionne bien. Maintenant, le plus compliqué. Tu utilises Teams pour Oui, aussi. De ce coup-là, on utilise également Teams. Ça fonctionne bien. On arrive à inviter des participants externes qui ne font pas partie de l'organisation. Et on n'a pas de souci de connexion. On a même la possibilité d'avoir, on en parlait tout à l'heure, hein, avant le webinaire, hein, Jennifer, on a la possibilité d'avoir une salle d'attente où les personnes sont dans la salle d'attente. Donc, c'est un lien public, mais on accepte qui on veut dans la réunion. Donc ça permet de vérifier qu'ils sont bien clients avant de discuter avec eux, mais ça marche bien. Ok. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce partage, merci à Julien, c'est qu'on a vraiment deux objectifs de communication très différents, avec un objectif de plus de leads pour le premier, pour aller chercher des clients, alors que le deuxième, on est sur de la fidélisation, peut-être presque du SAV aussi. C'est quelque chose, et ça en virtuel, c'est beaucoup développé aussi. Donc voilà, c'est deux cas pratiques qui me semblent intéressants, qui vont peut-être vous inspirer. Je vais passer sur la suite. On parlait tout à l'heure de salons virtuels auxquels nous n'avons pas la possibilité de participer et qui est un vrai manque dans la stratégie business des entreprises. Je voulais vous montrer l'exemple que j'ai réalisé pour un de mes clients. Le client est fournisseur d'ingrédients en B2B dans le secteur food. Je cite pas la marque, c'est pour ça qu'il y a du gris, que c'est un peu caché parce que le client m'a demandé de le garder en confidentiel. Mais pour vous donner le contexte, je peux quand même partager pas mal de choses. On est donc sur avant l'été de 2020, le client aurait dû être présent sur un salon aux États-Unis, le salon IFT, avec un stand de 100 mètres carrés comme il est présent tous les ans. Le salon étant annulé, il a fallu réfléchir à une autre manière d'être présente puisqu'il y avait des innovations à lancer auprès de leur public et de leurs clients. Et donc, l'idée a été de créer un site de stand virtuel dédié qui était donc entièrement créé par ce client qui a été live pendant 3 jours aux dates du salon initial, offrant aux participants une expérience un petit peu similaire à ce qu'il aurait fait et vu s'il était venu sur le stand du salon. Donc d'un point de vue graphique, on est reparti sur le travail qu'on avait déjà commencé à faire avant la question du confinement sur la création du stand, où il y avait différentes zones de buffet qui sont devenues différentes zones cliquables que vous voyez ici. Donc cet espace virtuel proposait donc des contenus à télécharger, à lire, à voir, la possibilité donc de voir la gamme complète des produits, donner la possibilité de commander des échantillons en ligne, et également de chatter avec les équipes commerciales qui se relayaient pendant les 3 jours du salon
24/24 pour pouvoir répondre au public venant d'Asie, d'Europe et des Amériques, et interagir avec les internautes qui sont en ligne. Et très important, et là on est plus côté back-office pour le client, on avait un outil d'inbound marketing, terme qu'utilisait Julien tout à l'heure, pour pouvoir traquer et collecter les datas de tout ce que faisaient les participants sur le site. Bien sûr, les participants étaient identifiés avant d'arriver sur le site, ils devaient s'enregistrer, c'était gratuit, mais par contre, on ne pouvait pas arriver si on n'avait pas donné ces informations personnelles, ce qui fait que quand les personnes étaient sur le site, on savait que John Smith a passé 3 minutes sur cette vidéo-là, a téléchargé ce PDF-là, a commandé cet échantillon. Et donc, c'est une data très riche qui a pu être utilisée ensuite par les commerciaux pour faire leur relance. Et au-delà, en termes d'image, l'idée était aussi de montrer la réactivité de ce fournisseur d'ingrédients et de comment il savait s'adapter en situation de crise pour continuer à être présent. Là, je vous ai mis une copie d'écran d'une page intérieure, c'est-à-dire que quand on cliquait par exemple là sur l'entrée Sugar Reduction, vous aviez un petit paragraphe d'introduction avec des documents à télécharger et des liens pour pouvoir commander des échantillons, des contenus vidéo ici en mode recette et en mode webinar. Tous ces contenus étaient des contenus qui étaient déjà présents dans la base de données de contenu. Ce pas des contenus qui ont été produits spécifiquement pour l'événement, à part quelques fiches produits, puisqu'il y avait des nouvelles innovations. Mais c'est en fait une agrégation. On a réfléchi à ce qu'on avait de disponible pour le mettre en forme dans ce stand virtuel. Et donc, le point aussi très important ici en bas, ce que vous voyez, c'est l'accès au chat pour que les personnes puissent interagir. Et c'était de manière proactive aussi, c'est-à-dire que nous, dans l'outil de back-office de chat, les commerciaux voyaient les gens avec leur nom, puisqu'ils étaient identifiés, qui se baladaient sur les différentes pages, et un peu comme dans un magasin, vous pouvez avoir la vendeuse qui vient vous voir en disant « Est-ce que je peux vous aider ?» Alors, ça agace parfois, mais parfois, c'est pertinent. Et dans ce cas-là, on pouvait dire, bah voilà, Mr. Smith, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous avez des questions particulières sur des projets? J'ai une petite question par rapport à ça. Justement, nous, à EuroSanté, on organise aussi des salons virtuels et je me demandais s'il valait mieux privilégier dans ce cas justement le chat ou le rapport vidéo humain, c'est-à-dire laisser la possibilité à une personne de rentrer au stand et de discuter en direct avec une personne en vidéo en fait. Je pense que les deux sont intéressants. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise derrière leur clavier que derrière de lancer la caméra. Nous, l'outil permettait de faire les deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commençait à chatter, on pouvait dire est-ce que vous souhaitez discuter de visu, est-ce que vous souhaitez rester en écrit, où on avait aussi la possibilité audio et la possibilité vidéo. Donc je pense que c'est bien d'avoir le choix. Je pense que c'est bien d'avoir le choix. Après, on en reparlera après, mais bien sûr, au-delà du site, il y avait toute la campagne de promotion pour faire venir les gens sur le site qui était important. Donc, avec des emailings envoyés aux clients, dont vous voyez quelques exemples, une vidéo teaser qui a été réalisée et ensuite postée sur la page corporate LinkedIn. On a également fait des achats médias de bannières sur des sites spécialisés pour faire venir des gens sur ce site. Et très important, ce que Julien a mentionné tout à l'heure, il y a également beaucoup de formations en interne des équipes, déjà pour qu'ils soient ambassadeurs de l'outil, c'est-à-dire que l'idée, c'est que eux aussi, ils fassent venir du monde en disant à tous leurs clients et à tout leur réseau que cet événement avait lieu, mais surtout qu'ils soient, eux, bien au fait de comment fonctionnait l'outil, comment gérer le chat pour qu'ils puissent, le jour J, donner voilà, être optimum dans leur manière d'interagir avec les participants.
Moi, alors, à nouveau, toujours sur des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous donner de chiffres concrets sur ce projet. Par contre, je peux quand même communiquer des ratios qui sont intéressants et des ordres de grandeur. Alors déjà, en termes de contenu plébiscité, on était vraiment sur les vidéos et le chat. C'est ce qui a été le plus utilisé dans ce mini-site, avec une satisfaction globale, puisqu'on a fait une enquête de satisfaction de tous les utilisateurs de plus de 4,5 sur 5, donc un très bon retour qualitatif des clients. On a un nombre de participants, ou ce qu'on va appeler leads, qui est un petit peu supérieur au salon réel qu'on faisait les années précédentes. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'était que c'était beaucoup plus diversifié. C'est-à-dire que d'habitude, on était vraiment centré sur la clientèle US, alors que là, c'était beaucoup plus réparti géographiquement, avec aussi beaucoup de personnes d'Amérique du Sud. Donc, c'était intéressant aussi de diversifier la liste des leads. En termes de qualité des leads, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a eu beaucoup d'informations, de data très précises pour que nos commerciaux puissent les utiliser pour refaire leur suivi. Tout ça RGPD compliant, puisqu'on s'est signé ce qu'il fallait en amont. Et en termes de budget alloué, on a divisé le budget par 3 par rapport aux années précédentes. Parce qu'on en reparlera tout à l'heure, il y a des coûts en moins, il y a aussi des coûts en plus, parce qu'on a quand même beaucoup investi sur la promotion. Les emailing, les achats médias, tout ce qu'on a économisé du fait qu'on n'avait pas à se déplacer sur place, à faire de salon, on en a quand même investi une partie sur la partie promotion. Donc voilà, c'est quand même important à noter et à ne pas oublier. Donc voilà, sur cet exemple-là, on aura une petite session questions-réponses après, ou je ne sais pas, peut-être tout de suite si quelqu'un a une question par rapport à ça, sinon on passe. Non, bon, on passe à la slide suivante qui est un autre exemple, un autre exemple. Et là, je passe la parole à Jean-Louis qui va nous parler d'une belle réalisation faite avec le CIC. Oui, bonjour. Donc Jean-Louis Basquin, directeur d'innovation au CIC Nord-Ouest. Donc nous, effectivement, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on s'est mis aux events virtuels, notamment aux webinaires. Effectivement, avec le confinement, ça a décuplé un peu tout ça. Et on devait lancer en 2020 donc une organisation de conquête sur les startups. C'était ça l'objectif principal. Et étant donné qu'on était confinés, donc on a monté de toutes pièces des business awards virtuels, avec une logique d'inbound pour attirer en fait les start-upers et sociétés innovantes chez nous pour qu'elles puissent devenir clientes ou au moins qu'elles entendent parler de nous. Alors, ça s'est déroulé de juin à novembre en 5 phases que je vais vous détailler d'un point de vue technique et événementiel. Et nos premiers KPI, c'était d'avoir à minima une centaine de startups inscrites sur les Hauts-de-France et la Normandie. Bon, il s'est avéré que, bout de course, on a eu plus de 230 inscriptions. On a dû d'ailleurs clôturer notre award avant parce qu'on ne pouvait plus accueillir les inscriptions. Et donc c'est plutôt sympa. Et bout de course, et je vous rappellerai pourquoi, l'événement de remise des prix, où on envisageait 300-400 personnes, on est monté à 857 participants sur la vision. Alors tout ça, évidemment, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Je dois dire que au départ, évidemment, on a hésité parce que normalement, cet award devait être physique, et se lancer là-dedans en full virtuel, en plus tout seul. Je veux dire, on l'a fait sans consultant extérieur, sans boîte. On l'a fait à 3 personnes qui sont d'ailleurs qui avant étaient des conseillers bancaires. Je veux dire. Donc, par contre, passionnés par la digitalisation. Donc, on a démarré par la création d'une landing page qui permettait d'accueillir les inscriptions, etc., où on avait d'ailleurs les critères d'inscription qui étaient dans la landing page. Ensuite, on a bossé avec une start-up qui s'appelle Evalizy. Donc, Evalizy qui a mis au point un système de notation et de scoring à distance. C'est en gros un intermédiaire entre un klaxoon où vous pouvez commencer à aller chercher le feedback et de la notation à distance. Donc, avec Evalizy, on a pu commencer à faire travailler nos partenaires, parce qu'on a été chercher des partenaires, sur la présélection des dossiers. Donc ça a été le deuxième travail, c'est de trouver un système de cotation et de notation à distance. Donc voilà, c'était un gros boulot.
Ensuite, à partir du moment où on avait présélectionné nos startups finalistes, pas pré-finalistes, on a dû passer par un stade d'atelier de pré-pitch distanciel, où là, on a utilisé Zoom, parce que Zoom était, enfin, à mon sens, aujourd'hui, la solution la plus souple pour travailler en atelier. C'est-à-dire, je rentre à 30 et j'en ai 6 de côté, j'en ai 5 d'un autre et j'anime. Et là, il a fallu qu'on trouve des coachs internes pour aller faire entraîner les start-upers au pitch. Donc, on a fait tout ça à distance pendant 48 heures. Ensuite, on a organisé les pitchs en live avec nos partenaires. Et là, sous forme de webinaire, c'est-à-dire qu'il y avait nos partenaires jury. J'expliquerai après quels étaient les jurys. Nos partenaires jury qui ont écouté là les pitchs en live donc des start-upers là on l'a fait sur Teams parce que certains de nos partenaires voulaient pas utiliser Zoom, donc on est repassé sur Teams. Et ensuite, lors de la remise des awards, comme là on tapait très très fort, là on a fait de l'hybride, où il a fallu aller chercher des partenaires qui étaient sur Teams, des start-upers qui étaient sur Zoom, plus d'autres systèmes, et le tout avec une partie en réel où on filmait, on captait en fait la remise des prix, et tout ça remélangé, restreamé sur YouTube pour que là on puisse avoir un flux de 800 à 1000 personnes. Sinon, et voilà. Et tout ça, c'est à peu près bien passé. Il y a pas trop de. Voilà, donc on a fait tout ça. Ça a été très stressant, passionnant, mais c'est surtout aussi une courbe d'apprentissage très très forte. Donc là, je viens de vous parler de la méthode technique qui nous a permis d'arriver à ça. Et maintenant, je vais vous parler de la phase d'acquisition de trafic, parce que c'est très très important. On a beau avoir la meilleure technique, le meilleur contenu, le but c'est de faire du buzz et de l'audience. Donc on est monté à 857 personnes, et pour moi, je parle toujours de moteurs d'audience. Donc dans les moteurs d'audience, je vais vous expliquer un peu nos 7 moteurs d'audience. D'abord, on a co-brandé l'opération avec des écosystèmes, c'est-à-dire qu'il y avait Aura Santé, il y avait Auratech, il y avait Pleine Image, il y avait Initiative, Évident, Entreprise. Enfin bon, on a été chercher pas le plus possible, parce que sinon, derrière, le jury, il aurait été énorme. Et je m'étais dit, le jury, c'est 8 à 10 personnes maximum. Donc, on a été chercher des écosystèmes pour que, en fait, on puisse faire résonance sur leurs propres affiliés, sur leurs propres tribus. C'est bien ça, hein, c'est de chasser en meute et d'aller chercher les tribus de vos partenaires. Donc, on a été chercher 8 écosystèmes. On a été en plus dans les jurys chercher des personnes qui étaient en dehors des écosystèmes et qui avaient des résonances très fortes. Par exemple, Nathalie Bala de La Redoute a bien voulu venir en tant que jury. Alors, même si sa participation est de 10 minutes ou 5 minutes, vous pouvez raisonner sur son écosystème. Donc ça, c'est très, très important. On a été chercher Eco 121. Donc ça, c'est un deuxième moteur d'audience qui sont des personnes connues de la région. On a été chercher des influenceurs locaux, on va dire, dans les écosystèmes tech et classiques, qui aussi ont pu faire résonner dans leurs followers et dans leurs suiveurs. On a utilisé un générateur de leads qui s'appelle Corporama, où là, on a ciblé en fait des entreprises classiques qui pouvaient être potentiellement intéressées par toutes les innovations apportées par les start-upers. Donc là, on a été chercher 4 ou 5 000 mails et non. Ensuite, on avait nos propres start-upers en présélection, où on a fait des petits teasings et qui venaient évidemment onboarder toute leur communauté. Ensuite, on est allé sur les réseaux sociaux et pour l'instant, bon, on maîtrisait bien LinkedIn. On a commencé sur Facebook et on a fait un peu de Twitter, mais c'était surtout LinkedIn qui nous a permis de grossir. Et puis après, on avait l'interne. Donc, en mixant tous ces moteurs d'audience, on est arrivé sur un live qui avait lieu à 16 h en pleine journée, donc c'était pas évident, à monter à 850
857 personnes. Voilà, c'était assez réussi. Bon, c'est une grosse mécanique, mais qui a été faite complètement en virtuel. Pour nous, ça a été énorme parce que sur LinkedIn, on est devenu, on va dire, la banque la plus associée à l'innovation, ce qu'on cherchait. Hein. Nous, on cherchait deux KPI principaux. Le premier, c'est d'une visibilité sur le fait que nous sommes banquiers actifs dans l'innovation. Et ça, on peut dire qu'avec ces awards, on a atteint l'objectif. Et le deuxième, c'est qu'on commence parmi les start-upers à être banquier classique. Et on a ouvert à peu près 80 comptes de start-up, ce qui fait 20 à 25% de nos objectifs de conquête annuelle. Donc, ce qui veut dire que notre événement virtuel de 3 personnes a eu un KPI aussi fort que, on va dire, 10 personnes en physique, ancienne méthode. C'est à peu près ça le rapport. Donc, alors, je ne sais pas si on peut le traduire partout, mais c'est un peu ça qu'on cherchait. Voilà. Super. Merci. Jean-Louis, j'ai une petite question par rapport justement aux ambassadeurs que tu es venu chercher pour t'assurer qu'ils relayent bien la communication. Est-ce que vous aviez créé en amont un kit de communication avec des messages clés ou vous les laissiez libres de communiquer sur l'événement? Alors effectivement, on avait créé un kit complet on avait créé un kit de communication start-upper, un kit de communication influenceur, un kit de communication jury, un kit de communication écosystème. Bon, après, ils en faisaient ce qu'ils voulaient, mais au moins, ils pouvaient faire le buzz, quoi. Ok. Très bien. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est ce que tu dis à la fin sur les KPIs, parce que ça fera partie des points importants qu'on mettra tout à l'heure. C'est-à-dire que tout ceci répond à des objectifs de communication. L'idée, ce n'est pas de faire un événement pour faire un événement, mais c'est d'avoir en tête son plan de match et puis de pouvoir mesurer ensuite, par la suite, si notre objectif a été atteint ou pas, comme tout autre outil de communication. Nous, on allait plus loin que la com. Hein. On avait des KPI de com et des KPI aussi de conquête, de conquête de clients. Ouais. Absolument, mais d'ailleurs, enfin, sur le média salon, que ce soit réel ou virtuel, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est sur des objectifs de business et même si, alors, c'est parfois plus difficile à mesurer en court terme pour certaines activités. Chaque salon a toujours un objectif de KPI de pouvoir savoir dire à la fin combien de business cet investissement a rapporté. Donc le prochain, le troisième, donc quatrième exemple de format d'événement virtuel que je voulais mentionner, c'est les salons virtuels. Donc tout à l'heure on parlait d'un stand virtuel qui a été produit, entièrement fait et géré par un client. Là, c'est de dire que tous les salons qui devaient avoir lieu et qui ont été annulés ou reportés, beaucoup d'entre eux se sont transformés en format virtuel et donc vous avez pu soit participer en tant que visiteur, soit être amené en tant qu'exposant à exposer sur ces salons virtuels. Là, j'ai mis des copies d'écran de différents salons auxquels j'ai pu participer en tant qu'organisateur ou alors en tant que participant. Et je voulais prendre l'exemple particulier des deux qu'on voit ici, FI Connect et puis ici qui est le Festival à Format, qui sont des secteurs d'activité qui vont vous parler puisqu'on est sur le CPHI Festival à Format qui est un grand salon sur les ingrédients pharmaceutiques et le FI Connect qui est le Food Ingredient Europe qui est dans les ingrédients agroalimentaires. Donc j'ai pu accompagner 2 clients sur leur présence à chacun de ces salons. Et on a trouvé des similitudes que j'ai vues aussi en participant à d'autres salons. C'est-à-dire que, voilà, d'un point de vue format, on est régulièrement ils ont transposé ce qui se passait en réel, en virtuel. C'est-à-dire qu'on va avoir une programmation live ou replay de keynote, de table ronde, de webinaire, parfois de podcast. La possibilité en tant qu'exposant d'avoir son propre stand virtuel où on peut promouvoir sa marque à travers des vidéos, des PDF, avec également des personnes qui sont présentes pour répondre aux questions. Et plus ou moins bien fait, une plateforme de networking pour faire des rendez-vous en live avec parfois des outils d'intelligence artificielle pour se connecter à des participants.
Parfois, on a une interface virtuelle 3D, parfois on a des lobbies live. Voilà, il y a différents formats qui existent, mais en tout cas, on retrouve tout le temps ces 3 éléments de conférences, d'expo et de networking. En termes de coûts, combien est-ce que ça vous coûte? Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est moins cher de participer à un salon virtuel que de participer à un salon réel. Déjà, l'organisateur va vous demander moins cher. Et en plus, vous n'aurez pas tous les coûts à côté de création de stands, d'hébergement, de cocktails à organiser, d'hôtels pour vos participants. Donc, vous aurez juste le prix du virtuel, mais également, comme je disais tout à l'heure, le prix pour promouvoir votre présence. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas dépensé en éléments logistiques, je conseille fortement d'en dépenser quand même une partie sur la partie de promotion de votre présence. Mais plutôt que de parler coût, je pense que ce qui est le plus important ici, c'est de parler de coût contact. C'est-à-dire que dans les salons auxquels j'ai participé, j'ai vu aussi que ça coûte moins cher, mais il y a également beaucoup moins de participants, entre 40 et 50% de moins en virtuel qu'en réel. Du coup, le coût de participants est moindre, mais aussi le nombre de touches potentielles. Donc, pour déterminer, voilà, si c'est un salon réussi, je pense qu'il faut plutôt regarder un ratio tel que coût global, nombre de leads, ou alors un taux de transformation, coût investi, chiffre d'affaires réalisé, même si ça, juste après le salon, c'est parfois difficile à créer. Et aujourd'hui, moi, c'est difficile de vous dire si c'est plus rentable de faire un événement virtuel ou un événement réel parce qu'on n'a pas assez de recul. Et on ne sait pas encore justement si la qualité des contacts que vous allez faire sur des salons virtuels va être la même que la qualité d'un contact que vous auriez fait sur un salon réel. Donc pour ça, moi je pense qu'il faut continuer à tester, il faut bien sélectionner les salons et également voir ceux qui fonctionnent, qui ont un outil qui vous parle le plus, bien en discuter et échanger avec vos commerciaux pour savoir est-ce qu'il est pertinent de participer ou pas. Parce qu'il faut savoir que côté utilisateur aussi, on a quand même, et ça c'est peut-être une expérience que vous avez faite, beaucoup de frustration des commerciaux qui ont l'habitude d'être sur des salons réels, qui sont très frustrés sur des salons virtuels. Ils n'ont pas la même expérience, les plateformes, et alors plus ou moins, ils vont être plus ou moins à l'aise en plus en fonction de leur génération. Il y a aussi des outils qui sont plus ou moins user-friendly, notamment sur le côté networking, qui est un côté très important dans les salons. Donc, et en plus, sur le coup, là, c'est pas nous qui choisissons la plateforme, c'est l'organisateur qui l'a choisi et on l'a subi. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça va s'améliorer, l'expérience utilisateur va s'améliorer. On aura par la suite, je pense, des salons hybrides, puisqu'il y a quand même des avantages à ces salons virtuels. Donc, sur ça, aujourd'hui, je pense qu'on a encore trop peu de recul pour faire un bilan. C'est intéressant, surtout aujourd'hui où il n'y a que ça, de participer pour tester. Et je pense que ça va être très différent en fonction des salons et c'est difficile de faire une généralité. Je vois Julien qui hoche de la tête. Je ne sais pas si toi, tu as fait l'expérience peut-être. Non, mais pas beaucoup, hein, très peu, mais on sent qu'effectivement, ça manque un peu encore de maturité sur des organisateurs qui avaient l'habitude de faire des événements réels, voilà, qui se lancent pas à la dernière minute, mais presque sur des événements virtuels et on sent que ça a un peu de mal à prendre encore voilà, la mayonnaise entre à la fois les participants qui ne sont pas habitués au format du tout, parce qu'il y a ça, et aux organisateurs ou aux exposants qui ne sont pas non plus habitués au format. Et c'est de la découverte un peu pour tout le monde. Et voilà, et effectivement, comme tu disais, le retour sur investissement, voilà, on se pose encore les questions, mais voilà, ça fait que commencer vraiment à cette échelle-là. Je vois une question de Anne, est-ce qu'on peut se connecter techniquement avec n'importe quelle plateforme de salon? Alors, ça va dépendre. Ils essayent de pas avoir, la plupart, pour faciliter, c'est quelque chose qui se fait sans téléchargement d'outils. C'est-à-dire que c'est des web apps où il y a rien à télécharger sur l'ordinateur. Du coup, normalement, ça ne devrait pas avoir de souci, mais ça dépend de votre IT et de la sécurité.
de votre réseau et votre infrastructure. Je sais que je travaille dans le secteur de la défense pour certains clients et clairement quelque chose qui normalement doit être accessible à tous, bah, si vous êtes chez Ariane Group, vous n'avez pas le droit d'y accéder. Tout simplement. Et également, après, ça va être aussi une question de plaque de navigateur. Il y a des sociétés qui n'ont que Internet Explorer, malheureusement, sur leur ordinateur. Et bah, avec ça, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui vont être vraiment optimisés pour Chrome ou Firefox. Donc, si vous avez Internet Explorer, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que je pense que c'est la réponse? Je ne suis pas technicienne, mais je pense que j'ai répondu à la question. Donc, voilà pour les salons virtuels qui, à mon avis, sont un débat qui va rester. Hein. Et après, je voulais terminer dans mon panorama par quelque chose de très différent. Julien, justement, et j'ai envie tout à l'heure de parler du fait que y a beaucoup d'événements. Comment est-ce qu'on se démarque? Comment est-ce qu'on fait quelque chose qui change un petit peu et qui change du webinaire habituel? Et là, je voulais parler d'un lancement de produit digital que je viens de faire, qui est d'ailleurs encore en ligne. Je vous ai mis l'adresse, vous pouvez aller voir. Fin 2020, mon client est Rocket Beauté, fournisseur d'ingrédients dans le secteur de la cosmétique. Et il voulait faire un lancement de produit. On a imaginé un webinar, un stand, mais parce qu'on était obligé de faire du virtuel. Et finalement, on a opté pour un outil beaucoup moins classique, mais qui permettait de manière, en plus c'était les fêtes de Noël, quelque chose de plus ludique, de très immersif et assez différenciant. C'est-à-dire, on est parti sur un jeu en ligne. Alors le produit s'y prêtait bien. Alors le produit, c'est un booster de conservation dans la cosmétique. Ça veut dire en gros, il empêche les champignons et les bactéries de se développer dans vos crèmes. Donc c'est ça qu'ils voulaient mettre en avant. Et en plus, ils avaient appelé ce produit le LS007, Liquid Solution 007, 007 étant choisi justement pour faire un lien avec James Bond qui détruit tous les ennemis. Et donc on a filé cette métaphore pour créer un jeu qui s'appelle Special Agent 007 et qui était en fait une suite de 3 petits jeux où vous êtes amené à slicer des champignons, à shooter des bactéries et à taper sur des méchants bonhommes. Donc vous êtes complètement immergé dans cet univers ludique où vous êtes comme si vous étiez vous-même cet agent qui détruit les éléments qu'on ne veut pas conserver dans une crème. Et à la fin du jeu, vous êtes amené à télécharger des fiches produits. Vous pouvez demander un rendez-vous avec un commercial. Et donc l'idée c'était vraiment de se différencier dans ce secteur pour créer, lancer un produit avec un autre fil conducteur de quelque chose de très scientifique qui est habituellement fait avec on va avoir l'alliance du marketing et puis de l'équipe recherche et développement qui fait un webinar d'une demi-heure sur voilà comment ça se passe, voilà les études, etc. Donc tout ça, ils peuvent y avoir accès, mais dans un deuxième temps, alors qu'on leur a déjà partagé notre univers. Et en parallèle, pour attirer sur le jeu, on a organisé toute une promotion à 360 avec de l'emailing client, de la bannière sur site spécialisé et une campagne LinkedIn Ads sur lequel on est un peu déçu. Je dois dire, je suis pas sûre que en B2B pour du jeu où il n'y a pas de il y a rien de particulier à gagner à part la grande surprise d'avoir droit à la fiche produit à la fin. Voilà, LinkedIn Ads, c'était pas le meilleur choix. Maintenant, voilà, on teste, on essaye. On a fait le tour du panorama. Est-ce qu'il y a des questions? On les a fait en cours de route. Est-ce qu'on passe directement à la suite? Alors, justement, l'idée, là maintenant, dans la troisième partie, ça va être de partir sur les 10, pour nous, on a identifié 10 facteurs clés de succès pour votre événement virtuel. Et avant de rentrer dedans, j'aurais bien voulu avoir votre avis justement pour vous. Quand vous avez participé ou monté un événement virtuel, pour vous, qu'est-ce qui a été le plus compliqué cette année? Est-ce que c'est justement un problème de technologie? Trouver le bon outil? Je pense que vous avez reçu le lien. Voilà, vous avez le lien dans le chat.
pour pouvoir répondre. Donc, est-ce que c'est un problème de technologie? Trouver le bon outil, la bonne plateforme. Est-ce que c'est le problème de promotion? Comment est-ce que je fais pour faire venir mes internautes dans un univers très concurrentiel? Est-ce que le souci, c'est de réussir à produire un contenu? Qu'est-ce qu'on va proposer et quels sont les bons intervenants et le bon format? Ou enfin, est-ce que le plus dur, c'était voilà, l'interactivité? Comment est-ce que on trouve les outils pour interagir et pour pas perdre nos internautes au cours de l'événement? Alors Marion, où on est tout, où on est tous On a 13 participants, je vais laisser un peu tout le monde répondre. Allez, on est à 15. Il est mieux, il est mieux. Ta réponse, Jean-Louis, ça serait quoi? À moi, c'est la promotion. Ouais. Et Julien? Pareil, ouais. Majoritairement, Si on a un super Ouais. événement, il n'y a personne pour venir le voir, c'est vrai que c'est frustrant. Oui, c'est ce qui revient le plus. Hein, Merci Zoé, forcément. j'ai vu votre commentaire, c'est vrai, en fait, j'avais choisi l'option une seule réponse parce que j'ai pensé par rapport à moi, parce que je me suis dit sinon j'allais choisir les 4 réponses, mais la prochaine fois je verrai à proposer plusieurs réponses à ces sondages. Alors Marion, on n'arrive pas. Oui, bah alors on est à 50% hein, sur la problématique de la promotion. Parmi les personnes qui sont présentes, on a quand même 33% qui se posent la question de l'interactivité pendant les webinaires. Et enfin, de manière plutôt mineure, la production de contenu pour 11% et la technologie pour 5%. Je crois qu'on s'est tous très vite habitués aux outils techniques pour les webinaires. Non, mais je pense que c'est voilà, c'est en effet pour moi les points importants, c'est la promotion et puis après interactivité qui est le plus compliqué. Hein. C'est déjà dans des événements réels, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, mais virtuel, c'est d'autant plus important. Donc, 10 étapes pour réussir votre événement virtuel. Je vais les lister, puis Jean-Louis et Julien compléteront avec moi au fur et à mesure. Déjà, à noter, là, c'est une étude de Swapcard, qui est une société d'intelligence artificielle, qui dit, voilà, les gens sont attirés par le contenu, mais attention, si le contenu n'est pas lié à l'interactivité, on les perd. Donc, on est sur une double problématique, et c'est la même quand on fait des événements réels. Hein. C'est que pour que les gens viennent et soient intéressés et restent, il faut proposer quelque chose qui change, qui est pertinent pour eux, avec lequel ils vont repartir grandis, et surtout faire en sorte que on ne soit pas en face de spectateurs, mais les rendre acteurs, puisque c'est comme ça qu'ils vont avoir une réelle expérience positive. Donc première bonne pratique, avant de se dire quel outil, il faut déjà se poser des bonnes questions. Comme dans tout projet de communication, l'idée c'est pas je veux faire un événement virtuel ou un salon virtuel, c'est voilà, quel est mon objectif de communication, c'est quoi ma cible, de quoi est-ce que j'ai envie de parler, de qu'est-ce que je veux mettre en avant, à quel moment, quel est mon calendrier, est-ce qu'il y a des partenaires que je peux impliquer, quel est le budget que je peux allouer, avec quel message ou quelles informations je veux que mes clients repartent. Et c'est les réponses à toutes ces questions qui vont vous permettre de construire une feuille de route. Donc la première question, c'est pas est-ce que je vais sur GoToMeeting ou est-ce que je vais sur Zoom, c'est pourquoi est-ce que je fais un événement virtuel, qu'est-ce que je veux dire. Ça permettra du coup de définir ce que j'appelle un plan de match, une feuille de route, puisque en répondant aux questions clés, qui, quoi, où, quand et pourquoi. Donc qui, c'est voilà, aujourd'hui mon audience cible c'est telle personne. Est-ce que je veux que c'est des gens qui viennent librement? Est-ce que c'est sur inscription? Est-ce que c'est payant ou est-ce que c'est gratuit? Est-ce que je veux m'insérer dans des événements existants ou alors est-ce que je veux faire mon événement seul de mon côté? Est-ce que j'ai une base de données qualifiée existante? Est-ce qu'il va falloir que j'aille en acheter une autre? Voilà, ça c'est toutes les questions pour répondre au qui.
Ensuite, c'est le quoi, de quoi est-ce que je veux parler. Est-ce que je veux proposer des interviews? Est-ce que je proposais un SAV vidéo? Est-ce que c'est un webinar descendant? Ou quelle plateforme utiliser? Quand? Est-ce que ça va être du live ou du différé? Attention, si c'est du live au fuseau horaire, si vous avez un public international. Et pourquoi? Il faut établir vos objectifs et vos KPIs en amont, on en parlait tout à l'heure, puisque c'est ça qui vous permettra de savoir si à la fin, vous avez eu un événement virtuel à succès ou pas. Jean-Louis, je pense que tu voulais appuyer principalement sur le côté UX à ce niveau-là. Oui, moi, c'est une obsession, hein. D'ailleurs, les équipes qui bossent avec moi, je suis quasiment infernal là-dessus. C'est-à-dire que les invitations, je les revois 10 fois. Le format, je le revois 50 fois. Le format du PPT, je le revois 30 fois parce que mon obsession, c'est de me dire, mais le gars qui va se loguer, quel intérêt il a à nous écouter, quel intérêt il a à rester 1 heure devant son écran, quel intérêt il a à faire ceci. Donc, il faut vraiment se mettre à la place des gens et pour travailler sans arrêt, l'UX, mais partout. C'est pour ça qu'on en est arrivé d'ailleurs avec du CIC derrière, machin comme ça, des éclairages, une qualité sonore, une qualité de vision, une qualité. Et puis alors ça, c'est primordial. Et le deuxième truc, c'est la proposition de valeur. C'est-à-dire que je me suis inspiré des youtubeurs que je regarde beaucoup. C'est quoi ma promesse de valeur pendant mes 3 quarts d'heure? Qu'est-ce que vont apprendre les gens? Ça va leur prendre combien de temps? Et ils vont investir combien de temps? C'est-à-dire, je ne veux pas tromper les personnes. Ça va durer 45 minutes, vous allez apprendre ça. Ça va durer 30 minutes, vous allez apprendre ça. Et donc, du coup, quand déjà on a l'UX et la promesse de valeur, bah déjà les gens, ils se connectent plus, ils reviennent aussi, c'est surtout. Parce que le but, si c'est difficile de faire venir quelqu'un, c'est encore plus difficile de le faire revenir. Parce que là, on rentre dans la qualité de la production et la qualité du message. Donc voilà. Donc mon premier truc à dire, enfin que je pratique, hein, c'est UX partout, du début jusqu'à la fin. Expérience utilisateur, c'est ça. On fait ces webinaires pour notre cible et pas pour nous, hein, pas pour se faire plaisir, clairement. Ouais, mais c'est une façon de penser, l'UX. Tout à fait. Bonne pratique numéro 3, bien choisir sa plateforme de diffusion. Donc là, on arrive à la partie purement technique, où c'est très important d'avoir en tête ce qu'on souhaite faire sur notre événement virtuel pour s'assurer que derrière, on a la bonne plateforme, on a choisi la bonne plateforme. Est-ce qu'elle est compatible avec les navigateurs de mes clients? Si vous faites du Zoom mais que les 3 quarts de vos clients ont des restrictions de leur IT pour ne pas pouvoir l'utiliser, c'est embêtant. Quels sont le nombre de consultations simultanées possibles? Quelles sont les possibilités d'interaction et de viralité? Quelles sont les conditions d'accès aussi? Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit limité avec des mots de passe individuels où vous pouvez traquer, ou alors est-ce que vous voulez que ça soit ouvert? Il faut bien réfléchir à tout ceci et du coup faire la comparatif des outils à votre disposition en fonction de ces critères pour trouver la solution la plus adaptée pour vous, avec une attention particulière à mener par rapport à la RGPD. Je pense que c'est un sujet que vous connaissez tous, voilà, on ne peut pas tout faire, donc il est important d'avoir ça en tête au moment où on choisit son outil. N'oubliez pas aussi que voilà, vos invités ne sont pas tous des connaisseurs de la technologie, même si c'est bien mieux maintenant que l'année dernière. Il faut anticiper les problèmes qu'ils vont pouvoir rencontrer en préparant des guides, des FAQ, avoir quelqu'un en ressources pour fournir un soutien si vous pouvez. Et aussi former, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, former vos équipes. C'est-à-dire que s'il y a des équipes qui doivent intervenir, que ce soit en back-office ou alors à l'écran, il faut absolument qu'eux, ils soient à l'aise pour parler, pour interagir avec les chats, pour répondre à des questions en live. Donc, faire des tests, les impliquer, c'est très important une fois que vous avez choisi l'outil, quitte à également les impliquer au moment du choix de l'outil. Julien, peut-être que tu avais un point à ajouter. Ça. Non, mais je voulais témoigner particulièrement sur ce point-là parce que c'est vrai que c'est très important.
Si vous faites un événement, vous avez intérêt à être à vraiment pas prendre à la légère la technique, quoi. C'est vraiment un point primordial. C'est quand même très embêtant de se retrouver au début du webinaire avec un animateur qui n'arrive pas à brancher son micro ou sa caméra, ou qui n'a pas assez de réseau, ou qui n'a pas les bonnes conditions dans son environnement. C'est pour ça que nous on a testé plusieurs plateformes. Alors bon, il n'y a pas que le critère de la technique qui marche bien qui nous a amené à faire différents choix, mais on essaye de trouver le meilleur compromis en fait entre le coût, la réalisation, le pilotage, etc. Et c'est vrai qu'il faut absolument accompagner vos intervenants internes. Si vous faites intervenir, nous, on fait intervenir des experts chez nous. C'est des experts du sujet, mais c'est pas des experts des webinaires. Ils sont pas habitués à prendre la parole en public spécialement. Et il faut vraiment que la technique soit totalement transparente, enfin, être vraiment entraîné et qu'on ait bien validé certaines choses. Il faut faire des tests techniques avec eux pour que la technique soit vraiment pas un frein et qu'ils puissent se concentrer sur le contenu. C'est important. Ouais, merci. En effet, le souci, c'est que là, on n'a pas de deuxième chance, en fait. Si vous êtes sur une conférence en réel et qu'il y a des petits soucis au niveau de la technique, vous les réglez, ça prend 5 minutes, c'est pas top, mais les gens, ils sont pas partis de la salle. Là, si vous avez un problème technique, vous allez perdre des personnes qui ne reviendront pas. Donc, c'est vraiment très, très important d'être au top sur cette question-là. Ouais. On avait une question de Zoé. Par rapport à la RGPD, quelle plateforme conseillez-vous? C'est difficile. Mon expérience, c'est que je préfère des plateformes que moi je gère que plutôt que d'aller me greffer sur par exemple, je prends moi-même la licence et donc on récupère les infos plutôt que de passer par des gens qui proposent d'organiser votre webinaire à travers leurs outils et qui vous envoient la base de données de ce qu'ils ont récolté, puisque du coup, on n'a pas la main entièrement. Après, une plateforme, il faut faire attention, les plateformes US n'ont pas toujours les mêmes règles que les plateformes européennes, donc il n'y a pas les mêmes règles en termes de RGPD. Après, je pense que toutes aujourd'hui, elles répondent aux contraintes, mais assurez-vous, en tout cas, posez ces questions-là en amont de exactement de quelle data vous allez disposer, puisque la data is king, hein. On parle de content, mais data, et c'est encore au-dessus, c'est le dieu suprême. Aujourd'hui, celui qui a la data a le pouvoir, donc faites très attention de savoir exactement quelle est la data que vous allez pouvoir récupérer et selon les RGPD, ce qu'on vous allez avoir le droit d'en faire. En fait. Bonne pratique suivante, c'est ce que je disais au début, le contenu et les interactions, c'est fondamental puisque c'est ce qui va faire, c'est le cœur de votre propos et c'est ce qui va faire l'intérêt de votre événement. Trouver le meilleur moyen de passer votre message. Ça peut être en termes de, ça peut être une table ronde, ça peut être un expert, ça peut être un jeu. Il faut trouver le bon ton qui vous correspond pour partager. Ça peut être un contenu dont vous disposez déjà. Qui va être remis en forme et réutilisé pour vos événements, cet événement virtuel. Ça peut être quelque chose qui est produit si c'est la vidéo qui est quand même très plébiscitée, ce que disait Jean-Mi tout à l'heure, ne lésinez pas sur la qualité. Un professionnel pourra vraiment produire une vidéo qui va vous aider à porter votre message. Et en plus du contenu, attachez une grande importance à l'interaction. C'est ce que je disais tout à l'heure à travers soit des chats, des commentaires, des sondages, un peu ce qu'on essaye de faire aussi dans ce webinaire à petite échelle, c'est-à-dire qu'on intègre des sondages, on se passe la parole, c'est pas tout le temps les mêmes qui parlent, pour pas avoir cette monotonie d'un tunnel d'une personne qui parle du début à la fin et qui fera en sorte que vous seriez tous partis à la fin et en plus on voit même pas si vous êtes partis puisqu'on parle devant notre ordinateur, donc c'est encore pire. Rappelez-vous que le temps d'attention en ligne est bien moins important que le temps d'attention d'une personne en salle de conférence.
on n'est pas du tout sur une cible captive, donc il faut la garder en interaction. Bonne pratique 5, si j'arrive. Ça passe pas. Hop. Donc là, on arrive sur la promotion. Il y a les plusieurs slides qui vont suivre, qui vont être liés à ce côté promotionnel, avec différents outils. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est très bien d'avoir un bel événement, mais s'il n'y a personne pour venir et assister, c'est inutile et c'est en plus frustrant. Donc, l'email marketing, à partir du moment où vous avez une bonne base de données ou alors vous passez par des partenaires pour avoir accès également à leur base de données, est un bon outil pour promouvoir votre événement. Vous pouvez le rythmer avec des teasers, avec des save the date, avec 3 semaines avant, et puis des rappels, et également le thématiser avec différents messages. Il ne faut absolument pas tout le temps envoyer le même email, parce que ça ne fonctionne pas, mais au contraire, scinder par exemple votre programme si vous avez plusieurs speakers avec en mail 1, vous présentez le premier, et essayez de mettre en avant dans votre email marketing la promesse dont parlait tout à l'heure Jean-Louis, avec quoi les personnes vont repartir, et toujours bien sûr qui, quand, quoi et comment on s'inscrit. N'hésitez pas par exemple aussi à créer un hashtag qui va permettre de créer un peu de conversation aussi en amont. Et voilà, n'hésitez pas à aller chercher le poisson au-delà de vos propres eaux. Et là, on parle justement de la partie écosystème dont Jean-Louis parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez votre base de données, mais si vous mettez avec des partenaires, il y en aura peut-être d'autres qui pourront démultiplier votre message. Promouvoir sur les réseaux sociaux, soit à travers les pages que vous avez déjà, soit en faisant de l'achat. Vous avez la possibilité aussi de faire de la pub maintenant. Si vous ne savez pas faire, faites appel directement à des experts qui pourront vous aider à cibler les publics pour faire revenir sur votre événement. Et autre point, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure du côté ambassadeur et écosystème. C'est-à-dire que voilà, si au départ on a identifié des partenaires, ça peut être des distributeurs, ça peut être des employés, ça peut être des intervenants speakers, ça peut être vraiment des co-branders. Il faut les mettre dans la boucle dès le départ et les encourager à relayer l'information. Alors en effet avec des kits de communication, avec des hashtags auxquels vous les invitez à participer, en mettant dans votre signature mail des bannières sur des sites. Mais plus vous aurez des personnes avec vous qui vont relayer cet événement, et plus il serait visible. Et en plus, c'est quelque chose qui, à part le temps passé à faire l'équipe de communication, n'est pas payant, puisqu'on n'est pas sur de l'achat média comme on peut être sur les réseaux sociaux ou sur les bases de données email. Jean-Louis, peut-être, est-ce que tu as tout dit sur ça tout à l'heure ou tu veux rajouter Juste un truc, moi, dans chaque webinaire qu'on fait, je me force à co-brander systématiquement le webinaire, de manière vraiment à acquérir une deuxième communauté en puissance d'attraction. C'est-à-dire, et il y a toujours moyen de co-brander, d'aller chercher quelqu'un qui vient juste pour lui dire bah, tu mets ton logo, tu parles si tu veux, tu travailles, si tu veux, mais au moins pour utiliser sa communauté. Voilà, c'est surtout ça. Ok. On arrive sur la fin, les dernières bonnes pratiques. Donc, embarquez vos équipes. Alors, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, je vais peut-être pas m'attarder dessus, mais évidemment, voilà, c'est eux vos premiers ambassadeurs. C'est eux qui vont faire en sorte que l'événement soit un succès et c'est eux qui vont relayer. Donc surtout, embarquez-les dès le départ. Ça peut être aussi, ne serait-ce qu'à travers, pas juste les informer 2 semaines avant qu'il y a ça qui va se passer et on va vous former, mais on peut tout à fait imaginer dès le départ de la réflexion, embarquer certaines personnes de l'équipe commerciale
pour qu'ils donnent leurs avis sur les fonctionnalités, sur les sujets. C'est un projet innovant. Vous aurez certaines personnes qui voilà, vont pas du tout être friands, mais d'autres qui vont pouvoir se révéler et vraiment apporter un plus à votre événement et en fait faire en sorte que ça sera d'autant plus adapté aux cibles. Donc, point important à ne pas négliger. Et enfin, dernier point, entraînez-vous. Que ce soit sur un webinar d'une demi-heure ou alors sur un gros événement 3 jours, c'est très important voilà, en amont, faites les tests, les connexions, assurez que tout le monde connaît bien sa feuille de route, qu'on sache qui parle à quel moment. Comme un événement, on a des conducteurs très précis, minute par minute, qui fait quoi. Voilà, le virtuel ne pardonne pas l'erreur. Donc, vous avez, au risque de perdre instantanément votre audience. Donc, entraînez-vous voilà, comme vous le feriez pour un vrai événement. Le dernier point, c'est qu'une fois que c'est fini, c'est pas encore fini. La bonne pratique, c'est que, et là, on est pareil que sur un événement réel, hein, une fois que c'est terminé, il faut que vous fassiez l'évaluation de votre événement pour en tirer voilà, toutes les conséquences et toutes les leçons. Et d'autant plus que sur le virtuel, la data est plus facilement récoltée que sur un événement réel. Vous avez tout à disposition, donc profitez-en. Analysez vos KPIs, déterminez si vos objectifs ont bien été remplis, qualifiez votre base de données visiteurs par rapport justement aux informations que vous avez pu récolter si vous en avez sur les sujets d'intérêt. Entretenez un lien avec votre communauté par la suite en faisant un questionnaire de satisfaction, en leur renvoyant peut-être des replays ou des possibilités de plus d'interaction. Et de votre côté, voilà, faites un bilan en interne sur le process de production, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas passé, qu'est-ce qu'il faudra améliorer sur pour les fois d'après, pour que voilà, votre premier événement virtuel, vous puissiez au fur et à mesure l'améliorer et avoir des datas de comparaison pour montrer la marge de progression. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je sais que Jean-Louis va devoir nous quitter. C'était un mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Il y aura son email à la fin hein, si d'autres ont des questions plus directes. Pas de problème, ciao. Merci. Merci. Alors, c'était pas une question, mais Julien, tu avais peut-être quelque chose à ajouter concernant l'entraînement pour la préparation des événements virtuels. Oui, bah, c'était pour appuyer hein, ce que disait Jennifer. C'est vrai que nous sur les webinaires, on prévoit 2 ou 3 webinaires blancs en amont. Alors ça peut paraître beaucoup, et en fait ça ne l'est pas, parce que premier webinaire blanc, on se rend compte que le contenu de l'intervenant n'est pas totalement au point. Sur le deuxième, on se rend compte que le timing n'est pas bon. Et sur le troisième webinaire blanc, on arrive à avoir quelque chose de correct et qui permet d'être au top sur le jour de l'événement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on enregistre également nos webinaires et on s'en sert comme ressource, hein, puisque c'est des sujets expertise sur les SIRH. Et donc, on le garde en ressource. Donc, il faut qu'avoir un contenu qui soit bien dans tous les sens du terme pour que nos prospects retrouvent vraiment l'info qu'ils recherchent et que ça soit pertinent. Et donc voilà, 2, 3 webinaires blancs en amont, c'est pas de trop. Tout à fait. Excuse-moi, c'est vrai que j'ai zappé. Si on avait plus, c'était plus entraîné, j'aurais pas oublié. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire les 3 webinaires blancs avant. Il y a un point que je peux rajouter juste aussi, c'est que en termes de communication, justement, ce que tu disais, ils sont réutilisés. C'est vrai que les événements virtuels, c'est vraiment en termes de contenu, c'est une source riche que vous pouvez réutiliser. Ça peut être sur vos réseaux sociaux en scindant, en ramenant des verbatims. Ça peut être
sur voilà, une base de données de contenu à mettre à disposition. Ce qui a été réalisé, c'est pas perdu et au contraire, voilà, utilisez-le dans la suite de votre communication pour le faire vivre. Auriez-vous des conseils particuliers pour les événements sur lesquels nous n'avons pas la main, exposant lors des congrès? Alors, oui. Alors, moi je les prépare un petit peu comme des salons habituels avec la problème. C'est juste que la seule différence, c'est que la logistique est remplacée par le contenu en ligne. Maintenant, on est à la fois sur de la promotion de la présence. Là où, moi, en tout cas, les principaux problèmes que j'ai eus sur des salons virtuels, c'est sur la formation et embarquer les équipes en interne, en termes de commerciaux. On sait tous que quand c'est très important que l'équipe de commerciaux sur un salon soit formée à produits, proactifs, ils soient accueillants, ils aillent vers les gens pour qu'ils viennent, ils soient pas en train de boire un café et parler entre eux sur le stand. C'est un petit peu pareil sur les événements virtuels. Le problème, c'est que s'ils sont pas à l'aise avec l'outil, en termes de networking, ils vont pas en faire beaucoup et du coup, en termes de leads, on va en perdre. Et alors, un point important qu'on a sorti aussi, c'est que quand sur un événement réel, quand vous avez des commerciaux qui vont sur un salon, ils ont consacré 1 ou 2 journées entières, ils sont sur le salon. Éventuellement, ils prennent 1 heure par-ci par-là pour répondre et traiter leurs mails des affaires courantes, mais ils sont présents pour le salon. Sur les événements virtuels, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils traitent leurs affaires courantes toute la journée et ils se disent ah, tiens, je vais prendre 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi pour aller sur le salon. C'est pas assez. Il faut vraiment qu'en termes de management, les dirigeants leur disent vous bloquez une demi-journée, vous bloquez une journée et vous ne faites que ça. Ça, c'est très important parce qu'autrement, voilà, l'implication de vos commerciaux qui font la réussite d'un événement réel comme ils font la réussite d'un événement virtuel ne va pas être à la hauteur de vos attentes et vous allez avoir investi, mais sans avoir en retour les leads et les contacts nécessaires. Donc, bon, pour moi, là, c'est ça qui a été le plus compliqué et sur lequel, clairement, on n'a pas encore trouvé de solution optimale avec les différents projets qu'on a pu faire. Des choses à éviter lors de la promotion. Trop de mails, de relance, bonne pratique, LinkedIn, par exemple. Oui, alors ce que je disais, dans la promotion, c'est toujours dire la même chose. Il faut essayer d'avoir des angles différents à chaque fois et en plus, ça vous permettra de voir ce qui fonctionne le mieux pour la fois d'après. Des choses très générales ne fonctionnent pas. Des choses où vous envoyez 4 fois le même mail à J-3 semaines, J-2 semaines et J-2 jours, ça sert à rien. Au contraire, cibler, adapter le message, ça c'est important. LinkedIn, alors trop de mails de relance, qu'est-ce que j'ai bonne pratique LinkedIn. Pareil, moi j'aime bien le côté la vidéo, les teasers vidéo sur tous les webinaires que j'ai pu faire et ce qui a pour booster les inscriptions, on a fait des mini interviews genre de 15 secondes de la personne qui va faire le webinaire en amont. Au lieu d'avoir juste un visuel avec sa photo, elle a parlé pendant 15 minutes. Alors, ils ou elles font leur vidéo directement depuis leur téléphone en mode je suis chez moi confiné. Et ça passe aujourd'hui, ce que ça serait pas passé il y a 2 ans, mais aujourd'hui ça passe parce qu'on est tous dans cette situation-là. Et le fait que ça soit une vidéo, c'est tout de suite plus vu sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, là, il n'y a pas de coût. Alors, vous pouvez faire une petite, vous mettez votre charte graphique avec le logo animé avant, le nom de la personne, un petit synthé pour faire un petit peu pro. Mais ça, c'est une bonne pratique qui permet de vraiment booster la visibilité de vos publications. Julien, je ne sais pas de ton côté, si vous avez testé des choses. On a déjà fait ce teasing vidéo aussi sur des précédents webinaires. Après, c'est pas
il faut que la personne soit à l'aise aussi avec le fait de s'auto-filmer ou de faire ce teasing de quelques secondes. Tous les intervenants ne le sont pas, mais c'est vrai que c'est une pratique intéressante. Après, en Après, fonction du sur budget LinkedIn, tout ça, on n'est pas très bon. Ouais. Après, en fonction du budget que vous avez, à nouveau, ce que je dis, c'est que la manière d'allouer votre budget sur un événement virtuel est très différente d'un événement réel. Vous allez avoir l'impression au départ que vous allez économiser quand même beaucoup parce que les frais logistiques sont moins. Mais en parallèle, il ne faut pas lésiner à la fois sur l'outil, c'est-à-dire que parfois les outils gratuits sont pas ou peu chers sont pas les meilleurs. Donc, vous voyez vraiment les fonctionnalités dont vous avez besoin pour peut-être investir un petit peu plus là-dessus, quitte à avoir un outil qui va être, vous allez investir une fois et puis ensuite réutiliser plusieurs fois. Ne lésinez pas sur la promotion, c'est-à-dire que avec un de mes clients, par le passé, voilà, ils ont fait l'année dernière 3 webinaires où Food Ingredients Europe propose un pack où tel webinaire, ils font les emailing, ils font la promotion, tout est enregistré chez eux, etc. Et ensuite, donc tout est cadré, c'est vraiment un package. Là, cette année, on a une autre stratégie, c'est-à-dire que plutôt que de payer 15 000 € à Food Ingredients Europe pour qu'ils financent tout, on organise notre webinaire nous-mêmes avec une plateforme qui appartient au client, qu'il a acheté. Donc, d'un point de vue technique, enregistrement, etc., peut-être qu'on va être autour de 5 000. Par contre, les 10 000 qu'il a économisés, eh ben, on va l'utiliser en publicité pour aller faire connaître notre outil. Alors, bien sûr, à travers les emailing et notre base de données qu'on a déjà, mais aussi en allant acheter de la visibilité, soit via un e-blast, soit avec une bannière sur Food Ingredients Europe, qui ont une public qui nous intéresse, mais également sur d'autres. Et du coup, on reste producteur, mais par contre, on utilise les médias pour ce qu'ils sont, des générateurs d'audience, en allant faire de la pub dessus. Donc, c'est une autre manière d'allouer votre budget. De rien. On est pas mal en tiling. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est pas mal du tout. Alors, du coup, j'ai le temps. Je voulais juste terminer en conclusion. On l'avait gardé en bonus au cas où. Voilà, pour les personnes qui suivent jusqu'au bout. Mais on a encore du monde, on n'a pas perdu beaucoup de monde. Voilà, pour dire que ça, c'est des chiffres qui étaient de juin l'année dernière. Donc, les gens qui testent et qui arrivent à bien le faire sont convaincus et disent qu'ils vont continuer. Alors là, aujourd'hui, c'est facile à dire parce qu'on n'a pas le choix, on n'a que ça. Mais même par la suite, je suis persuadée que déjà, l'accélération du digital s'est fait 3 fois plus vite qu'on aurait pu l'attendre à cause de la situation sanitaire, mais elle perdurera ensuite. Et des événements dans les stratégies marketing et de communication qu'on voit poindre sur 2021-2022, on va avoir un mix, c'est-à-dire qu'on va évidemment retourner quand ça sera possible vers des événements réels, mais on va garder le virtuel, on va mixer les deux, on va faire peut-être des hybrides. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir sur lequel voilà, on va continuer à avancer parce que justement il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Il y a en termes pour les événements virtuels, en termes d'avantages, voilà, il y a la sécurité des participants sur lequel qui a des coûts. Il y a les coûts d'exploitation qui sont moindres. Il y a la possibilité aussi de capter une audience bien plus large. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon salon aux US. Ils ont pu vraiment élargir leur base de cibles clients, donc une audience potentiellement mondiale. Un événement plus écologique, pas de déplacement, pas de déchets. Et en termes de ROI, c'est vrai que la data est quand même beaucoup plus accessible que quand on fait un événement réel. En termes d'inconvénients, ce que beaucoup regrettent, c'est le networking, l'interaction qui est plus limitée. Il manque clairement de l'humain. Hein. Je suis une professionnelle de l'événementiel, vous ne me ferez pas dire l'inverse.
Il manque aussi le côté hasard, le manque de spontanéité, la personne qu'on rencontre au café et avec qui on échange et qu'on n'aurait pas rencontré si c'était pas l'occasion et le hasard qui avait créé l'opportunité. On parle d'audience plus large, c'est ce que dans les avantages, mais c'est aussi, attention, pour ceux qui ont une audience mondiale, la question des fuseaux horaires n'est vraiment pas à négliger. S'il y a des chats organisés, s'il y a des lives, des choix de live à faire, c'est vraiment un casse-tête. Donc, à bien avoir en tête quand on organise sa communication. L'émotion déjà en événement réel, c'est ce qu'on essaye c'est toujours le point qui est compliqué. Alors en virtuel, c'est encore plus compliqué, même si aujourd'hui avec la 3D, avec les expériences immersives, on arrive à faire des choses. Tout de suite, déjà, c'est des coûts qui explosent et voilà, ça reste un point qui est beaucoup plus compliqué à relayer en virtuel qu'en réel. Et enfin, les questions techniques, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, s'il y a un souci technique, là, on n'a vraiment pas de deuxième chance quand on est en virtuel par rapport à du réel. Donc, bien anticiper ces points-là. Et je pense que c'est tout. On avait une question de Anne dans le chat. Donc, créer sa plateforme réutilisable pour d'autres événements, c'est-à-dire pour des produits différents à un public différent, peut-on réadapter la plateforme pour multiplier les événements et faire des économies de coûts? Alors, c'est ce que je fais avec un client. C'est-à-dire qu'on a justement produit une plateforme de webinar dédiée avec le logo du client. Et leurs différentes GBU vont venir les utiliser pour différents sujets au fil de l'année. Avec également une partie archive où les gens peuvent accéder et du coup, en termes de communication, vous pouvez donner accès au replay. Mais en tout cas, l'investissement de la plateforme initiale qui va vraiment être adapté à exactement ce que vous voulez à vos couleurs et au terme de contenu. C'est-à-dire que, par exemple, on peut dire que sur les webinaires, vous voulez toujours qu'il y ait la partie du webinaire, mais également des documents annexes, joints, que les gens peuvent télécharger. Tout ça, on peut le personnaliser une fois et après, même rentabiliser sur une réutilisation par la suite et quitte à vous rendre totalement autonome. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, avec ce client-là, l'outil, il a été mis en place, on l'a utilisé 2 fois et le prestataire technique qui l'a mis en place aujourd'hui n'intervient pas pour faire tous les nouveaux webinaires. Il y a des coûts après de bande passante, etc., qui vont être récurrents et qui vont toujours exister. Mais par contre, il n'y aura plus de coût d'intervention pour la mise à jour de l'outil pour les nouveaux événements. Est-ce que c'est ça la question, Anne? Oui. Parfait. Jean-Luc, je viens de voir que tu venais d'arriver au webinaire. Je te souhaite la bienvenue. On était sur la fin, mais tu recevras suite au webinaire le replay, évidemment. Désolé à tous, j'ai eu un petit décalage de temps. Donc. Aucun souci. Je vais juste rebondir rapidement pour remercier évidemment Jennifer pour son expertise et Julien et Jean-Louis encore une fois pour leur témoignage concret. Vous rappelez les prochains webinaires du Clubster NSL, notamment demain on en organise un sur l'expérience de télétravail pour les équipes. Et puis, je vais sans plus attendre arrêter l'enregistrement. Et si vous avez encore des questions, nous restons présents quelques minutes. N'hésitez surtout pas. Un grand merci et puis à très bientôt. Merci. Merci.